Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jean-Marc Janaillac, le président de la FNEJ, et je suis très heureux d'introduire cette conférence en ligne qui va nous réunir aujourd'hui sur le métaverse. Alors cette conférence est organisée par le Cercle des entreprises de la FNEJ qui a été créé il y a 2 ans et dont l'objectif est de rapprocher le monde des entreprises et le monde de l'enseignement de la gestion. Et nous avons beaucoup en commun dans ces demandes puisque ce monde de l'enseignement de la gestion travaille à former les cadres des entreprises de notre pays. Et pendant trop longtemps, ces deux mondes se sont un peu ignorés. Et donc le Cercle des entreprises et au-delà la FNEJ a pour vocation de rapprocher le monde des praticiens de l'entreprise de celui des enseignants-chercheurs. Et à cet effet, nous organisons un certain nombre de manifestations, des conférences comme celle-ci, mais aussi des webinaires et du travail sur le terrain en associant des représentants des entreprises et des enseignants-chercheurs. Et aujourd'hui, nous organisons la 3e conférence en ligne après avoir traité et parlé de la résilience des organisations. C'était à l'époque du Covid et des confinements. Ensuite, après avoir parlé de la décarbonation, aujourd'hui, nous évoquons le thème du métaverse. Alors, je ne vais surtout pas m'aventurer sur ce terrain, premièrement parce que je ne suis pas un spécialiste, et deuxièmement parce que par définition, nous avons réuni aujourd'hui une petite dizaine de spécialistes venant à la fois des entreprises et de l'université pour traiter à la fois les espoirs, mais aussi les risques de ce phénomène qui est de plus en plus important et qui transforme ou qui va transformer à terme la façon de travailler, d'enseigner aussi, mais de travailler dans les entreprises, dans la plupart des fonctions de ces entreprises. Et à cet égard, je voudrais remercier toutes et tous, parce que aujourd'hui, vous le verrez, la présence est majoritairement féminine. Donc tous les, alors je ne sais pas si c'est une caractéristique du métaverse, je laisserai les participants discuter de ça plus tard. Mais donc remercier tous les participantes et participants à cette table ronde et laisser tout de suite la parole à Charles-Henri, qui est l'animateur du Cercle des entreprises et qui va donc animer ces 2 tables rondes qui vont nous mener jusqu'à 20 h. Donc je vous souhaite d'écouter, de participer avec intérêt et efficacité à ces débats. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à tous. Merci Président de cette belle introduction. Je suis ravi parce que j'ai une table ronde, la première table ronde, j'ai 4 femmes. Alors sur un sujet tech comme le métavers, on peut se demander si le métavers est vraiment un sujet féminin. Je ne pense pas. Je pense que nous avons réuni 4 talentes autour de la table. Et alors, j'ai autour de la table Maria Mercanti-Guérin, qui est maître de conférence à l'IAE Paris Sorbonne Business School. J'ai Cécile Desjous, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même la présenter, professeure des universités au CNAM et à l'ESCP Business School. J'ai Anne Féninger, qui est directrice de l'Académie Data et Software de Stellantis. Et enfin, j'ai Hélène Nabaum, qui est responsable du projet Innovation Groupe Carrefour. Alors, la première chose, nous avons 45 minutes et on va essayer de tenir les délais, puisque nous avons la 2e table ronde juste après. Ce que je vous propose, c'est à chacune d'entre vous, c'est de vous exprimer, de faire votre état des lieux de ce qu'est le métavers et de communiquer aux personnes qui nous écoutent, qui sont assez nombreuses, puisque, sauf erreur de ma part, on a dépassé la centaine, on est normalement 500 inscrits, on va monter progressivement. C'est un peu votre perception à chacune d'entre vous. Alors, on va commencer par toi, Maria. Voilà, alors moi je ne tenterai pas de définition du métaverse parce qu'il y en a de multiples, j'ai plus des mots, des concepts qui me viennent en tête. Moi je fais du marketing digital depuis de très nombreuses années et j'ai commencé à m'intéresser au métaverse par l'univers de la crypto et de la blockchain. Et j'ai découvert que cet univers, il avait un message politique
qui était globalement la centralisation peut tuer des écosystèmes. Et notamment, quand on parle de blockchain et du bitcoin, au départ, c'est pour lutter contre les problèmes bancaires qu'il y a eu en 2007-2008. Et finalement, de fil en aiguille, on peut dire aussi que les big tech peuvent tuer le web tel qu'il est actuellement. Et qu'il y a une nécessité de passer d'un Web 2 à un Web 3. Alors, je vais nuancer mes propos parce que, par exemple, Roblox, qui est un acteur du Web 2, a peut-être celui qui a le métaverse, je dirais, le plus dynamique et le plus peuplé. Donc, il y a une nuance. Après, dans les concepts qui me viennent, univers décentralisé, donc il y a la notion de DAO, il y a la notion de blockchain, il y a la notion de crypto-monnaie. Et puis, deux éléments très importants qui sont ces fameux NFT, dont on va, je pense, beaucoup parler lors de cette table ronde. Donc, ces tokens non fongibles, qui sont alors des assets numériques. Hein, c'est très grossièrement dit. Et puis, ils sont liés à quoi? Ils sont liés tous à des blockchains spécifiques, à des métavers spécifiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas un métaverse, mais des quantités de métaverses. Et ces blockchains, ces NFT sont aussi intégrés à un système très juridique, qui sont les contrats auto-exécutables ou smart contracts. Et là, bizarrement, on voit arriver dans la propriété la notion de code. Le code devient la loi. Et donc, tout cet écosystème-là, pour moi, définit un univers énorme, hein, parce que j'ai repris quelques chiffres de Statista. D'ici 2030, 490 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à 20 milliards. D'ici 2030, la moitié de ces 490 milliards de dollars, un peu moins de 200 milliards de dollars seront consacrés au e-commerce. Et vous avez bien sûr des locomotives énormes qui sont l'univers du jeu, du sport. J'ai été étonnée, mais le e-sport et le sport dans le métaverse va être un élément extrêmement important. De l'art digital, du luxe, du design et donc de quantité de nouveaux acteurs qui vont arriver sur le marché. Et par rapport à l'expérience client? Alors c'est très important parce que là, on parle client, on parle consommateur, on parle de nos corps physiques. Oui. Et là, on bascule dans l'avatar. Donc, tout ce qui va se jouer, c'est les relations que le corps physique du consommateur, tel qu'on le connaît, va avoir avec son avatar. Et donc, là, ça offre plein de perspectives dont on parlera certainement après. Et des business models centrés sur l'avatar. Et donc, on parle vraiment de business models véritablement centrés sur l'avatar. Qu'est-ce qu'on lui vend? Et je vais reprendre quelques chiffres. Hein. Adidas a déjà vendu presque 12 millions de dollars de NFT. Adidas et Nike, je crois 10 fois plus, je crois qu'on est dans les 180 millions de dollars. Donc, l'avatar, il consomme. En tout cas, l'humain derrière a envie que son avatar soit beau, fasse des choses, voyage. Et donc, est-ce que c'est une simple projection de soi? Pas évident. Et on va aussi parler, je pense, d'immersion, parce pourquoi on est qu'au début? Parce qu'on ne touche pas les 5 sens dans le métaverse. Pour l'instant, on touche la vue, on ne touche pas encore le toucher, on ne touche pas encore l'odorat. Donc, je sais qu'il y a des marques de parfums qui travaillent énormément sur tout ce qui est veste haptique, sensation de chaleur, de vent, de parfum. Donc, on n'est qu'au début et on sera dans des métaverses aboutis quand on aura véritablement englobé tous les sens. D'accord. Voilà. Bien, écoute, merci de nous avoir fait part des principaux concepts, d'idées. On va voir avec les expériences des entreprises. Et je vais laisser la parole maintenant à ma collègue Cécile. Alors, sur le métavers et un focus un peu plus sur les RH, hein, sur l'aspect RH. L'expérience collaborateur. Je suis ravie d'être avec vous et de partager quelques idées sur ce sujet. Donc, la première des choses que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, le métaverse n'existe pas. Le métaverse n'existe pas puisqu'en fait, ce qui existe, ce sont des planètes virtuelles qui ont des noms différents. Alors, Roblox, Decentraland, qui ont des codes, qui ont des monnaies, et qui ont en fait des cibles consommateurs différentes. Donc je pense que ça c'est la première idée importante. Un métaverse n'existe pas. Oui. Nous avons des planètes virtuelles. Donc imaginez-vous, faire un voyage vers une planète virtuelle. Et quelle planète allez-vous choisir quand vous êtes un consommateur, sachant que ce que vous allez consommer dans l'une, avec la monnaie,
avec l'expérience consommateur sera complètement différent de ce que vous allez consommer dans l'autre. Donc ça, c'est déjà un peu un point, je pense, intéressant, parce que quand vous allez dans un magasin, si je vais chez Carrefour ou si je vais chez un concurrent, je peux me dire que je vais trouver les mêmes produits ou que je peux utiliser la même carte bancaire. Mais ça ne sera pas le cas quand on vit cette expérience dans les planètes virtuelles, comme j'aime bien les appeler. Donc ça, c'est la première caractéristique. On rentre dans un monde virtuel qui est protéiforme, où en fait on est en singularité sur chacune de ces planètes, sur lesquelles il va falloir avoir des codes, il va falloir avoir des réflexes, et vous allez avoir, c'est là où c'est passionnant, des planètes protégées avec la gendarmerie nationale, et des planètes où tout est possible. Donc est-ce que vous voulez aller vous balader sur cette planète virtuelle qui est en confiance, où vous allez vous sentir en sécurité, ou est-ce que vous préférez aller dans une autre planète où vous allez pouvoir, avec votre avatar, tester des expériences inédites? Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. Il faut bien voir qu'il y a des planètes protégées et des planètes où vous allez pouvoir vivre des choses qui n'existent ni dans le monde physique, ni dans d'autres planètes virtuelles. Donc on va encore plus loin dans l'imaginaire, dans les possibles et dans les tentations. Et le troisième point, puisque voilà, vous me demandez de définir, c'est peut-être en fait comment, en tant qu'élément physique, moi-même, je vais apprendre sur moi-même en tant qu'être humain, alors que j'ai une expérience totalement virtuelle avec un avatar ou pas. Et là, il y a deux sous-questions. Est-ce que je m'équipe d'un objet en interface, c'est-à-dire un casque, des lunettes, peut-être que demain nous serons avec des lentilles virtuelles qui nous permettront d'aller dans cet univers, dans un des métaverses, ou est-ce que je suis complètement concernée par la frugalité numérique, parce que j'appelle moi dans mon modèle le Planet Care, et je ne veux pas augmenter ma consommation d'énergie, et donc je ne veux pas développer encore plus d'empreintes carbone, et je vais être dans une planète en 2D, où je ne serai pas dans l'immersion. Et donc je crois que cette troisième caractéristique, quel est l'équilibre entre ces planètes virtuelles qu'on appelle donc les métaverses et mon impact carbone, ma compréhension et mon apport et mon investissement sur mon Planet Care, quel est l'équilibre, quel est mon choix et comment je me positionne. Voilà peut-être les trois grandes idées que je voulais... Alors, sur le dernier point, oui, on va développer avec la deuxième table ronde. C'est précisément voilà, le sujet. Mais par contre, juste une petite question et oui, petite réponse oui, très courte. Oui. Sur l'aspect expérience du collaborateur, qu'est-ce que ça révolutionne? Très bien. Alors ça, c'est une excellente question. Mais d'ailleurs, Charles-Henri pose toujours des très très bonnes questions. D'un point de vue purement RH, oui, ça change trois éléments. Le premier élément, c'est qu'en fait, on va pouvoir vivre quelque chose qui n'a jamais été vécu. C'est-à-dire d'avoir un sentiment, une émotion ensemble, alors que nous ne sommes pas ensemble physiquement. Donc ça, c'est quand même unique. On va pouvoir avoir des réunions collaboratives où on va avoir des émotions qui sont dues soit à donc des éléments, des casques, des lunettes, soit à des tissus qui vont chez nous développer ce qu'on appelle de l'haptique avec un H. Voilà. Premièrement, expérience collaborative. Deuxièmement, on va pouvoir ouvrir tous les possibles. Quand on fait ce qu'on appelle un onboarding, c'est-à-dire qu'on fait par exemple un accueil d'étudiants, une foire pour recevoir, on va pouvoir recevoir plein de personnes, leur faire vivre individuellement. Donc le deuxième point, c'est qu'on va créer des nouvelles expériences qui peuvent être la reproduction du physique ou pas. Donc collaboratif et en même temps augmentation des volumes. Et le troisième point, c'est qu'on va pouvoir innover et faire plein de choses. Pourquoi? Parce qu'un cours dans le métavers, ça sera ni un cours dans ce qu'on appelle du online, ni un cours en présentiel. Ça ne peut être qu'avec des nouveaux outils et une nouvelle expérience. Donc c'est un espace de créativité qui est infini. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a du recrutement, il y a de la gestion des talents, il y a des foires aux connaissances et à la connaissance entreprise. Voilà. On a de learning, ça marche très bien, et on a de la créativité sur tout ce qui est, par exemple, entretien, et voilà, espace collaboratif, etc. Donc tout ça, ça existe.
Tu es passionnante, mais il faut laisser la place aux autres intervenantes. Alors, je posais tout de suite la question à Hélène de Carrefour. On a parlé d'expérience collaborateur à l'instant. Par exemple, tu viens de parler du onboarding. Je sais que vous avez eu une expérience un peu similaire. Et puis, surtout, l'expérience client, puisque c'est ce qui va sans doute révolutionnaire. Ta vision de l'usage du métavers, de l'usage alors sur la base de ce qu'on vient d'entendre des 2 premières interventions. Alors, déjà, je dois dire que c'est très très complet ce qui a été dit, donc je vais tâcher d'ajouter des petits éléments, mais effectivement, on a une très très belle définition. Je pense que, déjà, alors nous, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'estime pas chez Carrefour arriver en sachant sur ce sujet-là. On est vraiment, en toute humilité, en train de continuer à l'explorer et à faire des tests, à apprendre, à itérer, à améliorer. Et donc, clairement, nous... potentiellement, c'est un nouveau canal, parce qu'on a déjà du offline avec les magasins, historiquement, le online avec l'e-commerce, et on a des clients peut-être qui sont déjà sur ce nouveau canal. Donc, il faut qu'on y soit pour apprendre et comprendre, et être en mesure de leur répondre, et de répondre à leurs attentes sur ce nouveau canal. C'est certain. Et évidemment... on ne projette pas d'aller construire voilà, on n'est pas en train d'aller faire un hypermarché dans le métaverse parce que ce ne sont pas du tout ce genre d'expérience que viennent chercher les gens dans cet univers. D'autant plus que c'est une génération qui est plus jeune peut-être que la moyenne des gens qui viennent chez nous. Donc c'est une autre manière de communiquer avec eux, une autre manière de leur parler et de leur offrir une nouvelle expérience avec notre marque. Et tu peux nous parler d'une expérience précisément que vous avez faite récemment? Alors nous, sur ce sujet-là, on a développé tout un projet qui s'appelle toujours The Carrefour NFB Supermarket. Donc c'est le premier projet qu'on a développé dans le métaverse de Sandbox, qui est le métaverse dans lequel on a fait l'acquisition de Noland en janvier 2022. Et donc ce projet avait pour but en fait d'informer les gens et de lever sur l'importance vitale des abeilles et de lever des fonds pour leur protection. Alors pourquoi les abeilles? Parce qu'elles pollinisent plus de 70% des fruits et légumes qu'on consomme au quotidien et qu'on propose donc à nos clients chez Carrefour. Et donc, vous imaginez l'impact qu'il y aurait s'il n'y avait plus d'abeilles demain. Plus de fruits, plus de légumes. Et donc, nous, on a pris ce prix parce que c'était pour nous une nouvelle manière, en fait, d'informer sur un sujet d'importance et de le faire vraiment de façon innovante. Donc, dans ce projet, on a d'abord créé une communauté, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais c'est vrai que ce qui est central sur les sujets du métaverse et du Web3 en général, c'est la communauté, parce que sans communauté, il n'y a pas de projet. Oui, c'est un peu la planète qu'évoquait Cécile. Exactement. Ouais. Et donc, l'objectif, et d'ailleurs tous les projets qui sortent et qui ont du succès sont des projets où on a réussi à fédérer des gens autour pour qu'eux-mêmes deviennent ambassadeurs en fait, de votre projet. Donc nous, notre objectif, c'était vraiment ça, pour aller chercher des gens qui sont intéressés par la protection des abeilles. Donc on a fédéré cette communauté. Ensuite, on a vendu des NFT pour lever des fonds qui seront reversés au Bifond de la Fondation de France, donc qui est un comité qui ensuite ira sélectionner des associations qui travaillent pour la protection des abeilles. Et on a également fait d'autres activations en magasin, alors dans 2 magasins, en France et à Sao Paulo, pour essayer d'éveiller les gens, nos consommateurs, à ces sujets-là, tant sur le métaverse que sur le projet des abeilles. Et évidemment, on a sorti des expériences, toujours sur The Sandbox, en janvier, qui avaient pour but d'informer sur l'importance des abeilles. Donc, on avait ce qu'on appelle un social hub dans Sandbox. Donc, il y a un lieu où les gens peuvent interagir et vivre leur expérience ensemble, où ils pouvaient poser des questions aux abeilles, avoir des informations sur ce sujet-là, et également ils avaient des quiz auxquels ils pouvaient répondre pour gagner des points et avancer dans l'expérience. Et puis, on avait ce qu'on appelle un solo gaming. Donc, c'est une expérience où là, on est seul et qui reprend vraiment les codes du gaming et où ils devaient se battre contre les ennemis des abeilles. Donc, que ce soit autant des pesticides que des parasites. Voilà, et moi, j'ai découvert plein de choses sur les ennemis des abeilles, notamment par ce jeu. Voilà. Donc, en fait, ce que vous avez fait, vous avez rendu les clients, les futurs clients, peut-être conscients d'un enjeu évidemment environnemental, oui. Et en les faisant pénétrer une planète, comme tu le disais, et où il y a quand même de l'émotion. C'est-à-dire qu'on parle directement aux abeilles, quoi. Oui, tout à fait. C'est assez original. En fait, il parlait à nos NFB, qui sont les NFT qu'on a créés, qui sont un mix d'abeilles et de fruits et légumes.
Et donc, ils pouvaient créer, ils pouvaient poser des questions à notre NFB influenceuse ou notre gentleman carotte. Et on avait aussi, très important, créé avec notre communauté qu'on avait donc fédérée, un NFT qui s'appelle la Trendy Cherry. Et donc, c'est le NFT de la communauté, parce qu'effectivement, comme on disait, la communauté est au corps du Web3 et c'est très important de co-créer avec cette communauté. Donc, c'est ce qu'on a fait. Comme le disait Maria, il y a les planètes, il y a les environnements immersifs, etc. Et puis, il y a tous les compléments, la blockchain et les NFT. Alors, Anne, chez Stellantis, est-ce qu'on joue avec les abeilles? On joue avec quoi alors? Non, alors, nous, on a plutôt voulu avoir une approche qui prenait en compte le contexte. Moi, donc, je suis à la tête d'une académie data et software, donc avec des gens qui sont plutôt dans la tech. Et c'était de se dire, pour proposer des expériences de learning à des gens de la tech, on va essayer d'utiliser des outils tech. Et donc, les dernières technologies, d'où l'idée d'avoir un environnement dans le métavers, en 3D, avec de la réalité virtuelle. Après, la question qui peut se poser, c'est se dire sur des formations data et software, la réalité virtuelle, c'est pas forcément ce qu'on retrouve le plus spontanément. Mais il y a un autre challenge qu'on a relevé, c'est que suite à la fusion donc, de PSA, Fiat et Chrysler, on se retrouve avec des équipes à travers le monde. Donc, une équipe au software, c'est des Américains, des Italiens, des Allemands, des Indiens, des Brésiliens, des Français. Et on a un problème de spatialité à reconstruire. Puis, bon, on a un peu tous vécu le Covid, on bouge plus autant qu'avant. On travaille énormément en remote également. Nous, on est à 70% du temps en remote. Donc, on avait aussi ce besoin de recréer des réunions un peu différemment et pas toujours dans Teams où au bout d'un moment, je pense qu'on fait autre chose que suivre la réunion. Donc, ça peut aussi être un moyen d'engager un petit peu davantage. Quand on a un casque sur la tête, on n'a pas trop d'autre choix que de participer et d'être présent. J'y voyais ces différents intérêts-là. Donc, on en parlait sur la formation, ça marche très bien. On le fait depuis longtemps avec la réalité virtuelle. Bon, beaucoup dans tout ce qui est soft skills, mais on peut aussi imaginer recréer des environnements qu'on n'arrive pas à avoir dans la réalité avec des jumeaux numériques, simuler du code dans des espaces qu'on met en ligne. Donc, il y a quand même pas mal d'opportunités. Et je pense qu'effectivement, il faut l'approcher avec beaucoup d'humilité. Il y a des choses qu'on va découvrir aussi en les testant. Alors nous, pour le coup, on fait plutôt le choix de partir sur une planète privée, parce qu'effectivement, on va parler de choses qu'on n'a pas forcément envie d'ouvrir au public. Donc là aussi, se pose la question, quelle plateforme? Est-ce qu'on construit la sienne? Est-ce qu'on prend quelque chose d'existant? Est-ce qu'on adapte, etc. Donc ça soulève pas mal de questions. Je vois beaucoup l'enjeu, moi, de collaboration, en fait, aussi. Donc rapprocher ces gens, je vous disais qu'on est beaucoup à distance, parce que du coup, comme on part dans ces logiques de tech company, de développement de logiciels, l'agilité, c'est quelque chose de très important pour nous. Et donc, de recréer de la proximité dans ces équipes agiles, que ce soit au niveau du Scrum Master et de son équipe, ou de l'agile à l'échelle dans un PI planning, regrouper 150 personnes dans la réalité, bon voilà, où c'est énormément de gens qui se déplacent, où on le fait pas correctement. Donc là, on voit une vraie opportunité d'utiliser le métavers pour finalement recréer un environnement de travail qui ressemble au réel et qui permet finalement d'avoir des gens, de les avoir tous sous la main assez facilement. Donc il y a tout à construire, donc c'est des choses qu'on commence à tester, mais effectivement c'est plutôt de trouver les opportunités, d'étudier un petit peu ce qui marche pas, parce qu'on peut très vite tomber dans le gadget et ce qui fait que on va pas trouver d'utilité. Et il y a aussi le problème de la maturité, parce qu'au début on s'est dit tiens, il faut partir sur la solution full avec forcément des casques de réalité virtuelle, mais bon, on peut vite se retrouver aussi face aux usages qui sont pas encore là, les gens qui sont pas encore équipés. La chance qu'on peut avoir en le testant dans un univers professionnel, c'est qu'on peut plus facilement équiper des équipes que d'attendre que les gens aient des casques chez eux, parce que ça va surtout être les gamers dans un premier temps, mais pas monsieur et madame tout le monde. Donc c'est aussi une manière de tester pour le groupe en commençant sur des sujets HR et demain de les étendre à d'autres, mais au moins de faire une pratique et que les gens qui vont développer les nouvelles technologies utilisent les nouvelles technologies.
Donc, une expérience qui semble réussie, une expérience qui, en plus, a un impact positif pour la planète, puisqu'on évite à des équipes de se déplacer, on l'a vu. Et donc, une expérience en construction, donc il y a tout à fait important. Et c'est quand même une planète privée, d'après ce qu'on vient d'entendre. Alors, moi, j'ai une question à toutes les quatre. Cette question, effectivement, centrale du métavers, qui semble être une révolution à la fois pour l'expérience collaborateur que pour l'expérience client, quels sont les quelques facteurs clés de succès? Comment est-ce que ça peut, si vous aviez à proposer, alors évidemment on n'a pas la science infuse, on n'a pas tout tenté, mais quelques facteurs clés de succès. Maria? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de certains échecs qui ont permis de mieux comprendre peut-être ce qu'il fallait faire. On a beaucoup parlé des échecs de Porsche notamment, et à côté du succès de Renault. Et Renault en fait, ils sont beaucoup partis sur la nostalgie. Et Porsche, peut-être que en fait, ça correspondait pas forcément à ce que recherchait leur clientèle, mais on se dit que voilà, il y a des marques qui ont déjà créé des clubs, par exemple, où on est fier d'appartenir à une communauté de marques. Donc, on rajoute quelque chose qui est peut-être inutile, alors que certaines marques ont pas forcément encore ou perdu cette notion de club ou de petite communauté, et que donc en se lançant dans le métaverse, on réaffirme aux clients qu'il est important et qu'on lui accorde un certain nombre de privilèges. C'est vrai que cette notion de club, on l'avait beaucoup oubliée en marketing, et donc ça paraît important. Les NFT, ça fait aussi de la fidélisation. Donc c'est la façon dont on s'adresse finalement à son client privilégié. Et évidemment, il faut quand même attraper les codes du secteur. Donc les codes du secteur, ils sont un peu différents, hein. On parle, quand on lance des NFT, on parle de roadmap, on parle de livre blanc, on va intégrer des startups, on fait des ICO. Donc il y a tout un vocabulaire qui est un peu complexe, un peu technologique. Et il faut arriver à le simplifier pour que le consommateur adhère et finalement rentre dans le jeu. Et donc il y a toute une partie aussi gaming, à côté des émotions, de la nostalgie, il y a la partie jeu, et je dirais aussi un certain nombre d'avantages qui sont liés au produit et qui peuvent finalement donner de la valeur supplémentaire au produit à travers notamment des NFT qu'on va donner aux consommateurs. Si je retiens un facteur principal clé de succès, c'est le fait de créer un club où on se sent un peu membre d'une communauté un peu privilégiée. Oui, c'est ça. Donc ça serait quand même un univers ou une planète fermée. Hein, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Bon. Qui d'autre veut intervenir sur les facteurs clés de succès? Tu veux? Oui, pourquoi pas. Alors, on a mené 2 expériences. Une première expérience au sein d'un cours dispensé au CNAM qui s'appelle « Devenir acteur des transformations ». Et on a proposé aux élèves de le suivre online ou de le suivre dans le métaverse. Et une deuxième expérience à l'ESCP où on a fait des vidéos explicatives de ce que le métavers changeait dans le travail, dans les RH et dans le parcours collaborateur pour des dirigeants. C'est dans le cadre de NetExplo. Dans le cadre de NetExplo, tout à fait, toute la partie... Tout à fait, oui, tout à fait. Et de ces 2 expériences, moi aujourd'hui, avec, on va dire, 2 à 3 ans donc, de retour, j'ai 3 facteurs clés. Déjà, si on veut développer un réseau personnel, le métaverse n'est pas le meilleur endroit. Parce qu'en fait, quand on est dans le métaverse, on interagit avec des avatars. Et c'est très difficile en tant qu'individu de se rappeler les avatars avec qui on a interagi, alors qu'on se rappelle beaucoup plus facilement des visages et on se rappelle beaucoup plus facilement des humains que de ces figurines technologiques. Donc ça veut dire qu'en fait, on crée une relation de proximité plus facilement avec l'humain qu'avec, j'allais dire, l'embryon technologique. Donc, premièrement, donc pour le réseau, il vaut mieux être en physique ou online et après en métaverse. Deuxièmement, on n'apprend pas les mêmes choses. Quand on est en présentiel, on vit une émotion. Toute émotion laisse un plaisir et on se rappelle une émotion. Et donc, en fait, on apprend par ce qu'on appelle chaînage cognitif. Et donc, c'est parce qu'on ressent, parce qu'on se rappelle ce qu'on a vécu, qu'on apprend. Quand on est online, c'est surtout la structuration
qui nous permet d'apprendre. Quand on est en métaverse, en fait, on est un peu comme dans du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui sommes le héros de l'histoire. Et donc, j'allais dire, on apprend par expérience. Donc, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on le sait, dans l'expérientiel, c'est une des façons les plus rapides pour apprendre. Donc, dans le présentiel, on est dans l'émotionnel. Dans le online, on est plus dans la structure. Et dans le métaverse, donc, on est dans cette, dans cette émotion, etc. Donc, on n'apprend pas les mêmes choses. Et ça, c'est important. Et je te donnerai la troisième réponse tout à l'heure, parce que je te sens tout... Non, parce que je voudrais laisser la place également aux personnes qui sont en ligne, parce que j'ai une question qui vient de sortir, tiens, je vais te la poser. Que viennent chercher les clients? Et quelqu'un répond, pas grand-chose. Alors, un autre. Alors, qu'est-ce que viennent chercher les clients dans une expérience? Alors, que viennent chercher les clients? À date, je n'ai pas des milliers de lignes de KPI à vous donner, en toute transparence, tout simplement parce que les outils en place sur les métaverses existants ne sont pas forcément capables d'aller capter tout ce qui se passe, tant en termes de déplacement des avatars qu'interaction ou autre. Mais assurément, ils viennent chercher autre chose. C'est une manière de renouveler aussi le lien avec une marque. Oui. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, et ce que je disais tout à l'heure, de vivre une nouvelle expérience. Après, effectivement, le métaverse ne va pas aller toucher tout le monde en termes je dirais, de relations clients. C'est certain. Mais ça va toucher une partie de la population. Et si on regarde, par exemple, aux États-Unis, ou même en France et en Europe, et dans plein de pays, déjà, l'implication qu'ont les jeunes générations, donc pas les nôtres, mais la Gen Z, qui passe déjà beaucoup d'heures par semaine, par jour, sur des Roblox, des Decentraland et autres, où ils achètent des skins, etc., donc des vêtements pour leurs avatars, ils sont déjà dans cette relation d'expérience, potentiellement avec des marques. Et si on regarde, par exemple, Walmart, ils ont sorti dans Roblox des expériences il y a environ 2 mois. Alors eux, Walmart dit très clairement qu'ils visent la jeune génération parce que Roblox, c'est moins de 15 ans. Hein. Bien sûr. Et vous allez dans ces univers Walmart qui sont par thématique et vous allez y retrouver des marques que va mettre en avant Walmart. Vous pouvez y acheter des produits. Vous pouvez y vivre une autre expérience avec des produits que vous trouverez peut-être ou pas chez Walmart. Et c'est vraiment quelque chose, une autre expérience que vit le client avec la marque, c'est certain. Juste un point, dans la même veine, Forever 21 qui a ouvert des boutiques et qui laisse la possibilité à ses clients de créer leur propre boutique Forever 21, d'imaginer des vêtements, d'imaginer des wearables pour leurs avatars et compagnie. Et ces vêtements, après, pourront être vendus dans la vie réelle. Donc, ça révolutionne aussi, quelque part, la créativité produit et on intègre finalement beaucoup plus facilement le consommateur. Tu veux dire que c'est une forme de crowdsourcing, en fait. Exactement, oui. C'est ça, hein. Oui. Alors... les facteurs de succès, qu'est-ce qu'attendent les clients? Non, alors tes clients, ce sont des clients internes. Clients, ce sont des clients internes, mais je pense que c'est qu'on leur apporte de la valeur et qu'il y ait de la valeur ajoutée et que ça ne fasse pas gadget, parce qu'il y a l'effet waouh la première fois quand on met un casque et qu'on participe à une réunion. Mais pour que l'habitude se prenne, il faut tester déjà, je pense. Un des facteurs clés de succès, c'est tester, voir si ça prend et généraliser. Bon, moi, j'ai la chance de pouvoir tester sur une clientèle assez captive, parce que les gens qui sont dans le software sont plutôt un peu geeks ou en tout cas intéressés par la techno, donc ça va m'aider. Et donc c'est bien de commencer par cette population-là pour pouvoir généraliser après. Mais pareil, il faut s'assurer que les fonctionnalités qu'on leur apporte, les espaces qu'on leur propose, les modalités de formation leur apportent plus que ce qu'ils feraient sur Teams. Alors précisément, là, il y a une remarque qui vient d'arriver. Face à tous les échecs précédents, tels que les univers virtuels type Second Life, où il y a eu des initiatives de marque, d'enseignement, et aussi l'échec du e-commerce en 3D, que peut bien apporter le métavers? Vous voyez, on est vraiment... ça, c'est simple. Hein. Alors, vas-y. C'est très simple. Hein. Ça apporte un rêve éveillé. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, on rentre dans un nouvel univers où on va pouvoir ne plus être soi, mais être mieux que soi.
ne plus être simplement dans ce qu'on a appris émotionnellement ou de façon structurée, mais être dans je vais vivre quelque chose que je ne vais pas revivre et que je vais vivre différemment et que je n'ai jamais pu vivre et donc tout est possible. Donc ça c'est très intéressant. Et donc en fait on est vraiment sur le rêve éveillé. Pour moi c'est ça le plus du métaverse. Si vous n'êtes pas en appétence de ce rêve éveillé, vous serez déçus parce que tout est quelque part émerveillement ou déformation où on est dans le presque dans le fake accepté, recherché et en même temps nous-mêmes on est un peu fake. Donc c'est cette volonté de vivre cette expérience de rêve éveillé dans un univers qui le permet. Et donc dans la 2D, dans le online, on a encore plein de limites, puisqu'on a des limites, c'est nous qu'on voit, voilà. Et dans le présentiel, c'est nous qu'on voit avec nos défauts. Mais plus on va, vous le voyez bien, dans la technologie, moins on a de défauts, moins on est nous-mêmes, et plus en fait on vit des choses inimaginables. Donc là, on est vers un nouveau cran. Et ma question pour Charles-Henri, c'est demain, quand on va plugger cet magnifique espace que sont les univers métaverses et ChatGPT, et que notre avatar sera nourri à ChatGPT, qu'est-ce qu'on va faire? Jusqu'où on va aller? Et au-delà du rêve, qu'est-ce qu'il y a? La réincarnation, la libération, quelle est la question? C'est une vraie question. Et d'ailleurs, ChatGPT pourrait être le sujet d'une des prochaines conférences du Cercle des entreprises de la FNEJ, puisque, effectivement, ChatGPT vient de nous arriver. Nous avions construit cette conférence bien avant que l'on parle de ChatGPT. Alors, une remarque? Une remarque. Ça apporte aussi beaucoup d'inclusivité pour des populations complètement oubliées. Donc, par exemple, une marque américaine qui s'appelle Soundly, qui en fait, pour des gens qui sont sourds, ils ont la possibilité d'équiper leurs avatars d'appareils auditifs et donc de, quelque part, de dire, ben voilà, moi dans la vie réelle, je suis sourd et mon avatar non, mais quelque part, c'est un petit peu mon drapeau et de dire, je suis un peu différent. Et il y a beaucoup d'expériences aussi sur tout ce qui est alcoolique anonyme, etc. Parce que ça renforce quelque part, pour l'instant, le côté vie privée, parce qu'il y a l'avatar qui est un peu notre couverture par rapport à l'humain, et bien les gens se sentent plus libérés. Parce que c'est pas eux, c'est leur avatar. Oui, ce qui est valable aussi dans les réunions, en fait, des gens qui seraient timides, qui prendraient pas la parole, même tout simplement pour animer des réunions différemment, avoir plus de participation, plus de créativité et d'inclusion, c'est un plus. Alors, il y a plusieurs commentaires. On me parle par exemple, il y a un commentaire, connaissez-vous Zepeto, qui est aussi l'un des métaverses coréens, populaire en ce moment, c'est un métaverse du web 2.0. Oui, Roblox 2.0. Voilà, en concurrence avec Roblox. Et la Corée du Sud investit en ce moment plusieurs millions d'euros sur les startups du métaverse. C'est devenu un enjeu national. Alors, il y a quelqu'un qui rebondit sur ta remarque sur les avatars. Je ne suis pas d'accord avec les visages et les avatars parce que c'est un avatar et il a un visage et des vêtements comme dans le gaming, on connaît tous un héros de jeux vidéo. Donc voilà, c'était une remarque. Il n'y a pas de réponse. Alors après, parle-t-on vraiment ici du métavers ou d'un univers de jeux vidéo un peu plus étendu? L'origine du métavers, quand même, est fondée sur les jeux vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, mais c'est vrai que l'autre jour, j'étais chez Ubisoft et eux-mêmes disent finalement, on faisait déjà du métaverse parce que ça reprend les définitions. Mais tout comme vous écoutez certaines équipes d'innovation, notamment Thales ou autres, ils vont dire nous, on faisait déjà du métaverse parce qu'on faisait des digital twins. Donc en fait, il y a évidemment des sources nombreuses. Après, là, c'est en train de s'ouvrir au grand public sous différentes formes. Et après, en plus, il n'y a pas un métaverse, mais il y en a plein. Alors, je suis désolé pour les personnes qui nous regardent, je ne vais pas pouvoir prendre toutes les remarques. Là, il y en a quand même une intéressante. Quid des données personnelles avec les métavers? Quelqu'un a une réaction? Alors oui, moi j'ai juste une petite réaction. Il y a des entreprises maintenant qui travaillent à connecter votre wallet, donc votre portefeuille numérique, aux données, et notamment des données de CRM.
Et un point important, Salesforce, qui est voilà, un grand du CRM, se lance à fond là-dedans. Donc, alors, moi, je suis un peu triste pour ça, parce que quelque part, moi, ce qui m'intéresse justement, c'est... Je viens du Web 2, je suis la Madame Cookie. Je me dis, ouais, super, un univers sans cookies. Si on recommence à refaire du tracking data avec son wallet et tout, j'espère que ça ne marchera pas, en fait. Et j'espère qu'on continuera à être complètement dans la privacité. Des remarques sur cette question des données personnelles? Parce qu'effectivement, le principe du Web 3 et des métaverses, c'est que sur la plupart des métaverses, vous devez vous connecter avec un wallet. Ce qui protège effectivement vos données. Mais il y a nombre d'entreprises qui travaillent sur le sujet, et donc effectivement Salesforce qui vient d'annoncer la sortie de son produit Web3 pour pouvoir faire le lien. Comme il nous reste à peu près 5 minutes, vas-y, tu voulais réagir. Alors oui, non, c'est sur un sujet qui est autre que le wallet avec les données. Je pense que c'est important de savoir que, comme toute nouvelle planète, c'est important d'avoir des règles. Et il faut mettre en avant ce que font certains pays. La Colombie qui aujourd'hui se développe sur la loi et fait des procès dans le métaverse. Donc c'est possible, donc c'est intéressant de voir ça. Et puis le fait qu'à Davos, on réfléchit à comment on va réguler le métaverse et on va créer peut-être des règles internationales sur l'interopérabilité, etc., etc. Donc, je crois que c'est un sujet qui prend de l'ampleur aussi au niveau des gouvernances, par univers, par métaverse, et d'un point de vue plus méta du métaverse. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. Alors, il manque une analyse, ça c'est intéressant, sur le lien entre la personne et son avatar. Ah oui. Quelqu'un peut... Alors, question difficile sur la personne et son avatar. Parce que le principe, effectivement, c'est ce qui a déjà été abordé plusieurs fois. C'est que grâce à son avatar, on peut être qui on veut. Celui qu'on ne peut pas forcément être dans la vraie vie. Et si on voit, alors après, effectivement, il y a une partie marketing, mais des marques bien connues de tous... de maquillage ou de teinture capillaire qui proposent justement plein de produits dans les métavers, c'est pour pouvoir se transformer quand on ne peut pas l'être dans la vraie vie. Est-ce qu'il y en a qui s'en servent pour se cacher derrière? Est-ce qu'il y en a qui se servent pour s'exprimer de notre façon? J'ai pas la réponse, mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent. Il y a une personne quand même qui écrit, Marion, qui dit il y a une littérature très dense sur le lien entre un individu et son avatar depuis les années 2000, donc depuis l'expérience Second Life. Oui, il y a énormément de choses. Avec une littérature un peu parfois contradictoire, qui pointe aussi beaucoup de risques. Mais il y a une littérature énorme. Oui, je peux en termes de risque, effectivement, est-ce que les gens vont être plus libérés parce que ils n'ont pas cette barrière, effectivement. Moi, ce que j'attends de voir, c'est les chercheurs en avatar. Le sociologue avatar, le psychiatre avatar, comment on va aller acheter et consommer, en fait, nos guérisseurs de nos problèmes, des problèmes de notre avatar. C'est ça qui est intéressant. Comment est-ce qu'ils seront? Comment ils vont se comporter? Et quelle est la relation d'un avatar médecin avec un avatar voilà. Est-ce qu'on va aller jusque-là? Est-ce que notre imaginaire va être aussi boosté par cette possibilité, ou est-ce qu'en fait on va reproduire ce qui existe dans la vie réelle? Donc je trouve que ça c'est super intéressant. Et donc j'attends de voir en fait tous ces éléments. Sur ce sujet, il y a un roman que vous avez peut-être lu, Les liens artificiels, qui est à lire parce que c'est assez passionnant et ça suit effectivement les péripéties de quelqu'un qui se plonge dans cet univers parce que finalement il y trouve plus de confort et de succès que dans la vie réelle. Et donc c'est très intéressant à aller voir. Comme il nous reste que 2 minutes, il y a une petite remarque qui dit « Pensez-vous que le métavers se limite uniquement au monde B2C ?» Je crois qu'on a parlé de B2B quand même. Oui, il y a énormément de... Oui, c'est uniquement les collaborateurs. Et d'ailleurs, quelqu'un que vous connaissez, qui a écrit un jour un livre « L'intelligence artificielle n'existe pas », me disait au mois de juillet l'année dernière qu'il ne croit pas beaucoup au métavers, sauf dans les applications B2B. Donc justement, il y a des métaverses qui marchent très bien. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre table ronde. Un mot de conclusion. Est-ce qu'il faut vraiment y aller sur cette histoire de métaverse? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Voilà. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de remarques un peu critiques quand même dans ce que j'ai vu. Alors nous, c'est l'innovation qui parle, forcément. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas si ça durera 50 ans, si dans 10 ans ce sera...
On ne sait pas. En fait, personne n'est capable de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on est plutôt pour dire qu'il faut tenter. On verra. Et il vaut mieux être dans l'action que attentiste dans les arènes en train de regarder ce qui se passe avec son popcorn. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur. Il faut oser, il faut tenter, il faut tester et apprendre. Bon, parce qu'on verra que dans la deuxième table ronde, il y a des prises de position un tout petit peu plus nuancées, on va dire. Cécile. Alors, moi, je suis, nuancée. Je pense qu'il faut y aller, mais pas seul. Il faut y aller en groupe pour vivre quelque chose qui soit collectif, dont on puisse discuter, qu'on puisse challenger, et il faut vivre des choses qui nous poussent. Parce que si on va dans le métaverse seul, on va, dans un premier temps, si c'est la première fois, reproduire des comportements qu'on a dans le présentiel. Oui. Or, ce qui est intéressant, c'est de vivre des nouvelles choses. Donc, ma première recommandation, c'est aller avec un groupe de copains, de collaborateurs, familiales dans le métaverse et pas seul. Et d'autre part, l'autre point, c'est tester les limites. Donc, aller dans le métaverse sans être vous-même, c'est-à-dire une première expérience où vous êtes embarqué par une communauté et une deuxième expérience où vous êtes à l'opposé de vous-même pour voir justement tester les interdits, tester les limites et aller dans l'idée de la déformation. Pour moi, ce qui m'intéresse dans le métaverse, c'est pas d'être dans la reproduction, c'est d'être dans la déformation, parce que ce qui est intéressant, c'est non pas le métaverse en lui-même, mais c'est ce qu'on apprend soi-même sur soi quand on vit des expériences qu'on pourrait pas vivre online et dans le réel. Donc la seule chose que je voudrais dire vraiment dans cette table ronde, c'est apprendre sur soi grâce au métaverse. Merci. Anne ? Non, moi je partage, mais en fait c'est surtout tester et puis de regarder ce qui fonctionne pas. Moi je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre recréer du réel qu'on ne peut plus vivre en réel, en fait, parce que nous c'est notre cas, et puis après oui tester les limites, et ça moi je pense que je suis convaincue qu'on découvrira des choses en essayant, et que des choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, on les découvrira demain, parce que... Et ça a ouvert des possibles. Voilà, exactement, voilà. Ça ouvre tout. Enfin, moi je m'adresserai aux étudiants. Et oui. Je leur dis, allez-y, allez-y, et les profs aussi, allez-y, développez des formations, creusez-vous la tête pour faire du gaming dans le métaverse, et attirez vos étudiants et soyez précurseurs là-dessus, parce qu'aussi, c'est des univers à explorer indispensables dans l'enseignement supérieur. Bien. Pour moi. Bon, merci à vous quatre, vous avez été formidables. Hein. On va avoir une deuxième table ronde un tout petit peu plus, on va dire, un peu différente. Hein. Donc je vous engage d'ailleurs à nous regarder. Et on va faire un petit break de 1 ou 2 minutes, le temps de changer les acteurs, parce qu'on a plus d'hommes dans la deuxième table ronde. Hein. Et on vous retrouve dans moins de 2 minutes. Merci.